RTCI vous présente Yasmine Hajri dans Microcosme, un débat ouvert. Bonjour et bienvenue, on se retrouve comme chaque semaine, Microcosme, version ramadanesque, c'est notre rendez-vous, notre deuxième rendez-vous aujourd'hui, et notre sujet sera mon premier ramadan. Avec nous, monsieur Badr Chbil, spécialiste en islam. Bonjour et bienvenue sur nos ondes. Bonjour, bon ramadan à tout le monde. Hedi Dahmen, sociologue, spécialiste en anthropologie. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tout le monde, merci infiniment Yasmine pour cette invitation. Alors, on va écouter pour commencer quelques témoignages d'enfants. Quand est-ce qu'ils ont commencé leur premier ramadan? Est-ce que c'était difficile? À quel âge ont-ils commencé leur premier ramadan? J'ai commencé à jeûner quand j'ai eu 10 ans. En fait, j'étais en mesure de le faire. C'était un peu compliqué, mais j'étais motivée et du coup, à la fin du mois, on se sent fier. Ramadan, c'est pas que manger, on peut faire quelque chose d'autre. On peut être solidaire, aider les pauvres. Est-ce que tu as déjà fait ramadan? Non, mais j'aimerais bien essayer. Est-ce que tu penses que ça va être difficile pour toi de rester sans manger toute la journée? Non, je pense pas que ça va être très difficile, à part si on fait du sport ou quelque chose comme ça. Et pourquoi est-ce que tu as envie d'essayer? Je sais pas, ça a l'air cool, à ce qui paraît, ça fait du bien au corps, etc. Et pour toi, qu'est-ce que ça représente, ramadan? Est-ce que c'est que jeûner? Non, c'est un mode de partage. On va passer du temps avec notre famille le soir, etc. Je fais pas de ramadan, à mon âge. Si déjeuner c'est important, ma mère elle me laisse pas. Est-ce que tu aimerais essayer? Oui, j'aimerais bien essayer. Peut-être pendant les vacances. Peut-être pendant les vacances, je vais essayer même une demi-journée. Voilà, on a écouté ces enfants. Comment est-ce qu'on peut... Ça vous fait réagir, Badr Chbil? Alors c'est toujours très réjouissant d'entendre des enfants avec leur innocence, vous savez, leur manière de s'exprimer. Et voilà, après, comme vous avez pu l'entendre, on sent à travers leurs mots le rôle des parents. Quand ils leur présentent le ramadan, quand ils leur montrent ce qu'est le ramadan. Et finalement, c'est le rôle aux parents de les mener vers leur premier ramadan dans les meilleures conditions possibles. On reviendra sur juste après sur les meilleures conditions. Hedi, qu'est-ce que tu as envie de dire quand tu as écouté ces enfants? J'applaudis l'innocence des enfants, la réaction tout à fait sympathique de ceux et celles que tu as interviewés. C'est une réaction tout à fait spontanée parce qu'il n'y a pas d'arrière-pensée. Ils sont là pour dire ce qui se passe dans la tête. Mais on sent derrière tout ça l'inconscient de la famille. On est surveillé par la famille. Il y a une élève, je crois, qui a dit que maman ne me laisse pas faire ça, avec un petit sourire, je crois. C'était très sympathique. Donc j'applaudis ces enfants qui réagissent d'une façon très spontanée. Alors, Badr, tu viens justement de souligner quelque chose d'important dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions, et quand on dit maman ne me laisse pas, parce que la jeune fille en question, elle a 7 ans, donc maman ne me laisse pas parce qu'elle est trop jeune. Donc, dans les meilleures conditions, c'est peut-être aussi un âge adéquat. Alors, quand je dis les meilleures conditions, vous savez qu'il y a des règles dans la manière de pratiquer les adorations. Ça veut dire que déjà, nous ne sommes redevables du jeûne qu'à partir du moment où on atteint la puberté, et sous-entendu, où l'on est pleinement conscient de ce que l'on fait, et surtout pourquoi est ce que l'on fait. Donc quand vous avez des enfants qui n'ont pas encore manifestement atteint leur puberté, ils sont encore en train de découvrir ces adorations, et c'est une bonne chose qu'ils le découvrent progressivement, à leur rythme, dans le cadre de la famille, et surtout dans les meilleures conditions possibles, au sens où ça ne doit pas être une trop grosse contrainte, d'une, parce que ce n'est pas obligatoire, et de deux, ça ne doit pas leur être néfaste. Donc, quand on a une journée qui est relativement courte, et que l'enfant, d'un point de vue médical, n'a pas de préjudice venant du jeûne, à la limite, il peut commencer par s'entraîner. Vous savez qu'il y a certaines familles, on commence à ces âges-là, à 7 ans, 8 ans, à pratiquer ce qu'on appelait dans la société le jeûne des enfants. Ça pouvait être une demi-journée, ça pouvait être entre Adhan al-Dhuhr, donc la prière de midi et la prière de l'après-midi, donc 2-3 heures, etc.,
pour le mettre en place du un goûter. petit cérémonial. Voilà, exactement. Pour le mettre en place un petit cérémonial, ce qui en fait ne change rien à leur vie quotidienne, mais ça les met dans l'ambiance, pour qu'ils comprennent. Mais il est essentiel que les parents expliquent bien ce qu'est le jeûne, ce que ça implique, mais surtout pourquoi est-ce que l'on jeûne, avant d'expliquer comment est-ce que l'on jeûne. Et c'est très très important. Hedi, quand on dit dans les meilleures conditions, j'ai envie de te poser une question, Hedi, sur le plan sociétal, la place des enfants et le rapport aux enfants. Le rapport aux enfants a beaucoup évolué. On est aussi beaucoup dans le concept enfant-roi ou encore quelque chose de différent, mais l'éducation positive. Ces deux concepts ont un point commun, c'est que le confort de l'enfant devient la priorité absolue. Donc ce concept a un peu évolué. Comment est-ce qu'on traite justement les enfants aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut leur inculquer Parler de la position de profil de l'enfant par rapport à la société, il n'y a pas uniquement la famille, il y a tout un environnement social. L'essentiel c'est que nos enfants ne soient pas franchis ou affrontés à des coercitions d'ordre idéologique, d'ordre moral, avec beaucoup de changements de rythme de vie qui les affectent profondément. Donc l'essentiel dans la famille ou dans le cadre de l'enseignement, parce qu'il y a deux corps essentiels, c'est les enseignants et la famille, à part la rue. À part les collègues, il y a le cadre enseignant, les instituteurs et les professeurs, et tout le cadre de l'école et de lycée. Il y a la famille. La famille, s'il y a une harmonie par rapport à la position de l'enfant au Ramadan, c'est pas grave. On peut parrainer, on peut appuyer l'enfant pour un apprentissage, comme a dit mon ami, mais l'essentiel qu'il y ait une harmonie entre les deux parents pour observer ce mois de Ramadan. Sinon, ce serait néfaste pour les enfants. Le cas de grandes familles, s'il y a des grands-parents, généralement, on trouve les enfants tiraillés entre les instructions des grands-parents qui essaient de les accommoder, de les habituer à faire le Ramadan, et des parents directs, c'est-à-dire de la mère et du père, qui ont le souci de la santé et des scores scolaires de l'enfant. C'est que la réussite à l'école, quelque part, prime par rapport à cet enseignement. Parlons de la rue. La rue, on juge l'enfant selon ses rapports avec le mois de Ramadan. Et ça, c'est un préjugé défavorable qui pousse l'enfant à cacher ses convictions, ses petites convictions profondes. Donc, on a l'enfant réel, on a l'enfant, le produit de la société et de la famille. Alors, je reviens sur un point que tu viens de souligner, c'est la pression un peu de la rue, la pression sociale. Bedelchvil, est-ce que cette pression sociale ne nous éloigne pas un peu, surtout quand on est enfant, de la moralité un peu de Ramadan et de son message essentiel, c'est-à-dire cette pression sociale peut parfois pousser de jeunes enfants à mentir, par exemple, à dire qu'ils jeûnent alors qu'ils ne jeûnent pas ou qu'ils ne sont pas en mesure de jeûner. Enfin, cette pression sociale, parfois, elle prime sur le vrai sens du mois de Ramadan. Absolument, ça arrive assez fréquemment, trop fréquemment malheureusement, mais vous savez, à notre époque, malheureusement, lorsque vous voulez bien faire, vous voulez faire du bien, quel que soit le domaine d'ailleurs, vous avez subitement tout qui est contre vous. Vous avez le temps qui est contre vous, vous avez la pression sociale, Et c'est pour ça qu'il est important, dès le plus jeune âge, de bien montrer l'exemple. Je m'adresse aux parents, mais à tout l'environnement des enfants, d'être exemplaires, de leur montrer pourquoi est-ce que l'on jeûne, de leur montrer que le jeûne, ça implique certaines choses, ça implique des bons comportements, et que finalement aussi leur montrer qu'on ne jeûne pas pour que les gens disent que je jeûne, ou on ne jeûne pas parce que tout le monde jeûne, ou quoi que ce soit. On jeûne parce que, pour notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, on jeûne, ça implique une certaine cohérence, et ainsi de suite. Et là, c'est le rôle des parents, et donc de l'environnement de l'enfant, etc., les grands-parents aussi, etc. Et donc, forcément, après cette pression sociale, finalement, si vous habituez vos enfants, dès leur plus jeune âge, à être droits, à être sur le chemin de la rectitude morale, des caractères, etc., eh bien, cette pression ne va pas trop les influencer. Vous savez, c'est l'exemple « Kaskaslu yarja'al aslu », le fameux exemple en arabe, si vous le secouez bien, il va revenir
vers ses origines. Et ses origines, finalement, c'est ce sur quoi il a vu ses parents, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on peut lutter contre cette pression. Et Hedi, il y a aussi ce phénomène parfois, surtout à l'adolescence, puisqu'on parle de mon premier ramadan, et il arrive donc généralement à point nommé avec l'adolescence. Vous venez de le dire, Badr Chbil, donc on est redevable de ce jeûne à partir de la puberté. Donc ça tombe tout droit avec l'adolescence. Et pendant cette période de l'adolescence, généralement, les enfants ont envie de tout faire contre leurs parents. Beaucoup se révoltent donc des règles de la famille, des règles de la maison, tout ce que font les parents généralement est mal vu par les enfants. Est-ce que tu penses que ce concept d'adolescence a évolué selon les années? Certainement, l'adolescence en Tunisie dure plus qu'il en faut, parce que c'est un pays là où l'adolescence pourrait... C'est l'égoïsme de l'enfant qui se cache derrière la famille, le confort familial. Par rapport au ramadan, il y a un dualisme quand même. Il y a l'affirmation du jeune par rapport à sa personnalité. Il y a le refus de l'autorité. On peut observer les deux, soit dans la même famille, soit sur le même jeune, sur la même personne. Tantôt, on a envie d'affirmer qu'on n'est plus gosse, donc on va faire le ramadan pour affirmer qu'on a pris de l'âge, on est responsable, on peut le faire. Comme une espèce d'affranchissement. Bien sûr, voilà, bien sûr. D'autre part, il y a la pression des collègues. On peut ne pas faire le ramadan dans un groupe qui ne le font pas. Donc on est poussé. Comme prendre la première cigarette. Faire le premier jour de ramadan, c'est comme fumer la première cigarette. On est sous l'impact de l'environnement. L'essentiel, c'est que le rythme à la maison soit un rythme de liberté. Si tu as envie de faire le ramadan, voilà, je t'appuie. Je ne fais pas de pression sur toi, tu auras le choix un jour. Sinon, je ne change pas de rythme pour faire le petit déjeuner le matin, par exemple. On prive les enfants d'aller à l'école tout en prenant leur petit déjeuner. Et ça, c'est pas bien pour la santé, c'est pas bien pour les choix des enfants. Et on exerce une autorité familiale qui n'est pas assez commode, même aux règles de la religion. Donc, il y a une petite liberté on doit parler aux enfants pour avoir une conscience assez développée, on apprend la citoyenneté à travers les pratiques religieuses. Si on ne laisse pas les jeunes choisir, entre guillemets, il y a une petite marge de choix, on risque d'écraser leur personnalité. Badr Chbil, est-ce que c'est important de choisir ? C'est absolument essentiel, c'est-à-dire que d'un point de vue théologique, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Silhedi, c'est-à-dire que le rôle des parents s'arrête à la puberté par rapport à la religion. Avant la puberté, l'enfant n'est pas redevable des actes religieux. S'il les fait, c'est tant mieux pour son apprentissage, mais il n'en est pas encore redevable. Mais les parents, eux, sont responsables de l'éducation qu'ils donnent à leur enfant, notamment le fait de montrer le bon exemple par rapport à tous les volets de la religion, et surtout bien expliquer à l'enfant, pour que le jour où il arrive à sa majorité religieuse, donc au niveau de la puberté, eh bien, il soit responsable de ses actes, et il sache tout ce qu'il faut savoir, et qu'il puisse prendre le bon choix. Donc, il faut bien expliquer à l'enfant ce qui se passe, pourquoi, comment, etc. Et surtout, il faut les responsabiliser, parce que ok, les enfants à l'adolescence se révoltent contre l'autorité, alors si leurs parents leur disent de faire quelque chose, ils vont faire l'inverse, etc. Mais si vous avez un bon dialogue avec les enfants, ce que recommande fortement la religion, eh bien à ce moment-là, vous allez le responsabiliser, vous dire que tu vas jeûner, c'est pour toi. Allah t'a demandé le jeûne, il n'a pas besoin de ton jeûne, mais c'est pour ton bien, parce qu'on lui explique ce qui se passe dans ce monde, dans l'au-delà, etc. Et le responsabiliser. Ensuite, c'est son choix. Et ça aussi, il faut bien l'expliquer. Après, ça prend énormément de temps, énormément d'efforts, mais finalement, c'est le rôle des parents, finalement. On a écouté le côté scientifique également, donc Dr Harbi Mehyal qui a dit qu'il faut bien préparer donc son jeûne, etc. Mais également l'un des enfants qui a dit le jeûne présente beaucoup de bienfaits pour le corps et la santé. Aujourd'hui, on se soucie beaucoup plus de sa santé qu'avant. Tout ce qui est diététique, on
on essaye de ne pas faire des briques tous les jours, on essaye de faire attention à la friture. Tu penses que c'est devenu, sur le plan social, la santé a pris une importance plus importante? Enfin, une importance plus grande, je veux dire. Oui, peut-être grâce aux médias et à l'enseignement et à l'éducation à travers les médias et les systèmes d'information, quoi. Mais c'est pas évident qu'on observe réellement dans les familles parce qu'il y a un excès de nourriture pendant le mois de Ramadan, une condensation sur les timings de coupure de jeûne. En plus de ça, on offre plusieurs plats et on mange gras pendant le mois de Ramadan, et c'est pas diététique. Par rapport au slogan qu'on est en train de véhiculer, c'est pas le vécu. Je ne généralise pas, sûr, ne généralise pas, mais généralement on a tendance à trop manger au moment pour couper la rupture du jeûne, et même dans la soirée, on ne cesse pas de manger de la sucrerie, des gâteaux. Séance de rattrapage. Qui est archi faux. Comme si on prend de réserve par rapport à la journée. Et ça j'ai parlé à des médecins, comme tout le monde, on en parle. On écoute et on en parle. Et c'est pas évident, parce que les gens qui ne mangent pas trop le soir passent la journée d'une façon légère et ils ne souffrent pas ni de surpoids, ni de la montée de sucre, de glycémie. Ça dépend de... Oui, et en plus de ça, n'ont pas tendance à dormir, à s'endormir. Par rapport aux gens qui en mangent trop, il y a un risque. Après le Ramadan, on observe une ruée vers les médecins et vers les laboratoires. Et ça, c'est mauvais. On ne gère pas notre nourriture pendant le mois de Ramadan. Et ça a de l'impact, revenons aux enfants, ça a de l'impact sur nos enfants qui risquent de manger. On observe une petite obésité en Tunisie. Les enfants, comme tu l'as dit au début, c'est gâté. Et le diabète. Et le diabète, bien sûr, c'est lié. C'est lié. Deux maladies. Normalement, on a assez de temps parce que le timing change pendant le mois de Ramadan. On travaille, on va à l'école que pendant la petite journée. Oui. Donc normalement, chez d'autres populations, on accentue notre pratique sportive. Par rapport aux Tunisiens, non, c'est le contraire. On est oisif, on reste devant la télévision et ça, c'est très mauvais. Normalement, on a le temps de pratiquer du sport, de la marche, d'adorer la nature. On a des parcs, on a des jardins publics qui sont merveilleux, mais généralement, on les trouve vides. Moi, je pratique de la marche sur la montée de Belvédère. On est pratiquement 10 ou 15 personnes. Le long de quelques hectares que prennent le Belvédère, on ne trouve pas beaucoup de gens qui pratiquent la marche ou le sport. Et ça, pourtant, on a assez de temps. La charge est sur la femme et les hommes, les enfants, je ne sais pas qu'ils sont en train de faire, à part regarder la télé ou Facebook ou dormir. Et on aura un impact sur les... Je ne dramatise pas, mais on aura un impact certainement, de part et d'autre, chez les enseignants et chez les élèves, sur les résultats scolaires. Bedrishbil, par rapport à ce que vous venez d'entendre, donc est-ce que c'est important de rappeler quand même le message essentiel du mois de Ramadan et ne pas se laisser aller justement à la loisiveté, à la surconsommation Absolument. Puisque notre sujet, c'est les enfants, eh bien, c'est l'occasion aussi tant qu'ils sont encore, on pourrait qualifier ça de feuilles vierges, de leur donner de bonnes habitudes de Ramadan. On n'a pas besoin d'avoir 10 plats sur la table, alors que l'estomac est le même qu'en dehors de Ramadan. De deux, gaspiller la nourriture, on en parlera peut-être une prochaine fois, mais c'est extrêmement mauvais d'un point de vue économique, d'un point de vue religieux, d'un point de vue médical, de tous les points de vue en fait. Et c'est important de leur dire, voilà, si tu prends un petit bol de soupe, le plat principal, peut-être une salade, et un petit dessert, et encore, tu peux reporter la moitié du repas pour un peu plus tard dans la soirée, avant de dormir, etc., eh bien, tu auras mangé le même volume que ce que tu manges d'habitude, et qu'il faut juste habituer le corps, parce que tous ces mauvais comportements, finalement, en fait, sont quasiment tous psychologiques. Oui. Donc, il y a beaucoup d'études médicales sur le jeûne de Ramadan qui ont montré tous les bienfaits que ça peut avoir lorsque c'est fait dans des bonnes conditions, médicales, diététiques, etc., Vous avez aussi sur les réseaux sociaux beaucoup de publications qui vous parlent de jeûne intermittent.
Donc après, vous liez l'aspect spirituel et temporel, très bien. Mais il faut le faire dans de bonnes conditions. C'est ça qui est très très important. Et ces recommandations sont celles du médecin, sont celles du sociologue, sont celles du théologien, sont celles de tout le monde, finalement. Tout le monde se rejoint pour Oui. dire la même chose. Donc, préparer les enfants et les adolescents au mois de Ramadan, ce n'est pas seulement aussi leur apprendre à ne pas manger pendant la journée, à se mettre à table à l'heure de la rupture du jeûne. Qu'est-ce qu'on peut transmettre comme valeur? Vous avez parlé du gaspillage, mais qu'est-ce qu'on peut transmettre comme valeur aux enfants pendant le mois de Ramadan? Quels petits rituels on peut mettre en place pour leur apprendre, par exemple, le partage, pour leur apprendre... Enfin, on peut le faire pendant le mois de Ramadan, mais ce serait bien de le faire aussi toute l'année. Mais comment est-ce qu'on peut profiter de ce mois pour inculquer les valeurs de partage aux enfants? Alors, le mois de Ramadan est particulier au sens, c'est limite un petit camp d'entraînement pour tous les bienfaits qu'il peut avoir. Mais bien entendu, notre Seigneur, Allah, est avec nous pendant le mois de Ramadan, mais il est là pendant les 11 autres mois. Et lorsqu'on veut être sincère avec lui, eh bien, on a une bonne relation avec lui durant toute l'année. Mais on profite du mois de Ramadan justement pour revenir vers toutes ces valeurs. Alors vous pouvez revenir vers les fondamentaux du mois. Vous savez, celui qui jeûne le mois de Ramadan sincèrement pour Allah, tous ses péchés seront pardonnés. Vous avez la notion de sincérité. Donc ça va nous aider par rapport à toute la pression sociale derrière. Moi, je ne jeûne pas parce que les gens jeûnent ou parce que c'est une coutume culturelle ou parce que si je jeûne pas, eh bien les gens vont se moquer de moi ou je vais être puni en enfer ou quoi que ce soit. On revient vers le fondamental. Après, vous pouvez revenir aussi vers les différentes choses qu'on sait du mois de Ramadan. Celui qui donne à manger à quelqu'un qui jeûne, il a la même récompense que lui, sans que sa récompense n'en soit diminuée. Tu vois, mon enfant, nous, dans notre famille, on a l'habitude de partager. Au lieu de faire la cuisine pour 4, on la fait pour 6 et on envoie au gardien, par exemple, gardien d'immeuble ou à la personne qui travaille, les boueurs de la municipalité, etc. Vous le montrez aux enfants. Vous expliquez surtout pourquoi est-ce qu'on le fait. Alors, va falloir peut-être expliquer plusieurs fois pendant plusieurs années, mais c'est ça qui va être le référent culturel pour votre enfant. Et c'est ça finalement l'éducation. C'est ce qu'il va vous voir faire, pas ce qu'il vous entend faire. Si vous lui dites non, mon enfant, il faut être calme, tolérant, pardonner aux gens, et qu'à la moindre occasion dans les embouteillages, il vous voit crier, griller les priorités, etc., je vous dis tout de suite, c'est raté. Il va grandir en faisant exactement ce qu'il vous voit faire, pas ce qu'il vous entend dire. Et c'est comme ça qu'on transmet ces valeurs de Ramadan. Voilà. Un petit mot pour la fin de cette émission, Hedi. J'invite les médias, surtout les médias, à gérer leur publicité, parce que la publicité impacte directement nos enfants. On oriente généralement le mois de Ramadan vers une publicité, vers tout ce qui est consommable. Et ça a un impact directement sur nos enfants. Il faut rationaliser même l'effet publicitaire. D'autre part, il faut gérer cette violence et cette tendance à la violence sociale dans les rues pendant le mois de Ramadan qui n'ont rien à voir avec la religiosité ou avec l'impact spirituel du mois de Ramadan, mais c'est un constat sociologique. On observe une tension sociale pendant le mois de Ramadan. Mramdan. Qu'est-ce que ça veut dire Mramdan? Donc, c'est déjà répandu, même chez les jeunes. Attention, ne parle pas à papa, il est mramdan. Maman, dans la cuisine, mramdan. Donc, on a l'impression qu'on se prépare. On explique un peu ce mot. Généralement, on veut dire par là de mauvaise humeur. De mauvaise humeur. Voilà. Ne t'approche pas de lui. Voilà, pas disposé à parler, pas disposé à... C'est une bombe à retardement, donc n'en parle pas parce que c'est refoulé comme si on a le droit d'être dans un état de tension, dans un état nerveux. Ça, c'est l'imaginaire populaire qui impacte. C'est-à-dire qu'on s'arrache ce droit, en quelque sorte, et on le met sur le compte de la religion. Certainement. Alors que normalement, ça devrait être pile poil l'inverse. Merci d'avoir soulevé ce point, Silhedi, parce que c'est extrêmement important. C'est une recommandation qu'on se fait tous à chaque année, c'est soyez Ramadan. Ne faites pas Ramadan, soyez Ramadan. Incarnez ces valeurs. Avant de vous priver de nourriture, privez-vous de mauvais comportements, etc. Et après ça, vos enfants, quand ils vous verront comme ça, eh bien, ils commenceront Ramadan de bon pied, déjà. Et puis après, c'est la recommandation la plus générale qu'on puisse faire, c'est soyez le changement dans la société que vous aimeriez voir.
commencez vous-même. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et c'est ainsi que Allah fera en sorte que tout évolue dans la société. Mais il faut que chacun d'entre nous prenne la bonne résolution, Qui sera une révolution peut-être. Oui, une révolution de bon comportement, voilà, la chose la plus douce et la plus agréable qui soit. Voilà, justement d'évoluer de travailler sur lui-même par rapport à ce point-là. Et c'est comme ça que les choses évolueront finalement. Je vous remercie Badr Chbil, donc Badr Chbil, spécialiste en islam. Avec nous, c'était aussi Hedi Dahmeni, sociologue spécialiste en anthropologie. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Microcosme. Yasmine Hajri dans Microcosme, un débat ouvert.